Bonjour, messieurs, dames. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natasha Hope Morano. Je suis vice-présidente du Club économique du Canada. J'espère bien que vous aviez eu un été agréable et re-bienvenue à notre série de conférences pour le Club économique du Canada. Nous représentons le podium de référence pour ce genre d'événement. Nous avons présenté 150 événements cette année et nous sommes évidemment le podium de référence. Pour ainsi y faire, il nous faut des commanditaires et des sponsors. J'aimerais bien les nommer et les remercier. Federal Express Canada, GlaxoSmithKline, l'Association canadienne de gaz, Sun Life Financier, comptable agréé de l'Ontario, Porter Airlines et le journal Hill Times. Nous avions présent avec nous Christine Chêne, qui est rédactrice associée de Embassy Foreign Policy Weekly, elle servira de notre modératrice cet après-midi. Je veux premièrement remercier tout le monde ici de leur participation. Vous savez qu'une part des sommes touchées sont versées à une charité qui intéresse tout le monde. C'est le Service du sang du Canada qui a un programme très particulier, une banque de sang de corde ombilicale. Le Canada était un des seuls pays qui n'en a pas de cette banque, et on va changer cela. Nous sommes aussi des supporters du Club des jeunes au Canada. La littératie financière est un objectif très important et nous espérions qu'en permettant aux jeunes de passer une journée sur la rue Bay à Toronto, on pourrait peut-être aider à 3500 Ontariens mieux connaître l'entrepreneuriat. Le Club économique du Canada respecte ses piliers, l'éducation, l'inspiration, le réseautage international pour provoquer le débat sur des questions de l'heure. Je suis fier aussi d'annoncer notre partenariat avec le CRDI, le Centre de recherche et développement international, et le Dr Carol Edelman, qui va partager avec nous des statistiques et informations sur les transferts des capitaux des économies émergentes au monde développé. Je vous cède la parole immédiatement à M. Jean Lebel, président du CRDI. Merci. Merci beaucoup, Natasha. J'ai un très mauvais rhume. J'ai tendance à mal prononcer un petit peu en anglais. J'ai des difficultés avec les S au pluriel et le TH. Alors, si je n'avais pas de rhume, ce serait pas mauvais, mais peut-être avec mon rhume, ça va être un petit peu difficile. Néanmoins, il me fait plaisir d'être ici, et c'est, je crois, la première fois que le président, le chef de direction, s'adresse au Club économique du Canada. Et pour moi, c'est un véritable honneur et plaisir. Ce que nous faisons ici devrait être répandu au-delà de l'auditoire conventionnel. Nous avions ici un public exceptionnel. Alors, je veux remercier une fois de plus Natasha au nom du CRDI et mes collègues. Je veux aussi remercier les membres du corps diplomatique qui sont ici présents aujourd'hui, les députés parlementaires, nos collègues du secteur universitaire, la société civile, le secteur privé, et aussi, bien sûr, mes collègues au CRDI et nos contreparties à la fonction publique du Canada. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je suis ravi d'être ici pour vous présenter Mme Carol Edelman, qui est directrice Centre pour la prospérité mondiale, qui fait part de l'Institut Hudson. Elle est aussi éditrice plutôt de leur publication de marque, l'Indice sur la philanthropie mondiale.
Depuis 8 ans, cet index, ou l'indice de la philanthropie globale, intéresse beaucoup aux questions de philanthropie publique et privée qui passent du monde émergent au monde en développement. L'indice est un outil de référence. J'ai vu des mentions faites dans l'Economist, Newsweek et aussi la publication Foreign Affairs. Les chiffres et données qu'on trouve dans cet indice ont changé notre façon de voir la philanthropie internationale. Comme on peut s'attendre, bien sûr, les pays donneurs ont toujours été le monde développé, les membres de l'OCDE. Cependant, cette année, l'organisation de Carroll, conjointement avec le CRDI, se sont concertés pour faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire documenter les tendances de philanthropie de nouveaux groupes de donneurs, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'est un projet de grande importance et de taille pour nous auprès du CRDI. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Vous savez fort bien que le CRDI est une société d'État, une société de la couronne, et nous contribuons, et bien sûr, au développement international et la politique canadienne en matière. Nous offrons et nous assurons de la recherche sur des problèmes pratiques pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé. Nous voulons innover scientifiquement, protéger l'environnement, appuyer la démocratisation du gouvernement et promouvoir la croissance économique, avec l'objectif ultime, bien sûr, d'éliminer la pauvreté dans les pays dans lesquels nous travaillons. Ce sont évidemment des défis de taille mondiale et nous sommes très sérieux à propos des partenariats. Il faut multiplier nos ressources financières provenant du contribuable canadien afin d'avoir un meilleur résultat. Il faut aussi comprendre l'évolution du milieu et du contexte de l'aide publique au développement, la philanthropie privée et les investissements. Les pays des économies émergentes donnent de plus en plus et ils s'intéressent beaucoup à une coopération sud-sud. Jusqu'à présent, toutefois, personne n'a fait une étude approfondie de la philanthropie sud-sud. Personne n'est mieux qualifié de le faire que Carroll et son équipe. Elle est une véritable leader mondial en recherche, surtout en matière de spécialité particulière, le rôle névralgique du secteur privé en développement international, qui est très complémentaire à la mission du CRDI. Tout projet que nous financions devrait avoir des résultats positifs, mais en soi, ça ne suffit pas. Je ne pourrais pas trop insister là-dessus, ça ne suffit pas. Les résultats tels quels doivent s'étendre et se multiplier pour atteindre un grand nombre de personnes. Le secteur privé a les ressources pour ainsi faire. Permettez-moi de vous donner un exemple provenant de l'Afrique. Dans un projet que nous dirigeons avec le ministère des Affaires extérieures et le commerce international, en Éthiopie, le financement public a mené à l'amélioration des semences agricoles. Ces semences ont atteint 600 producteurs agricoles dans un projet. Maintenant, avec la participation du secteur privé, on peut produire et multiplier ces semences améliorées. Alors, avec la production du secteur privé, on a pu présenter et fournir ces nouvelles semences améliorées à 3000 agriculteurs, qui se traduit évidemment en une sécurité alimentaire pour des milliers de personnes. Alors, en travaillant avec le secteur privé, on peut renforcer et rendre plus fort la participation canadienne et ainsi gagner des vies et améliorer la qualité de vie. Carroll est une des plus grandes expertes mondiales et nous sommes très fiers de l'avoir comme partenaire. Nous sommes fiers, je dis, d'être présents avec nous pour lancer ce projet. C'est le résultat de ce projet, c'est-à-dire le rapport
Je n'ai pas vraiment à vous faire sa note biographique complète. Tout simplement vous dire, c'est une des plus grandes expertes mondiales et auteure dans plusieurs domaines d'expertise. Le développement économique, l'aide étrangère et la philanthropie mondiale. Elle est chef de direction d'une société de formation en leadership des cadres. Elle se base sur le Shakespeare, mais ça, on va en parler une autre fois. Elle enseigne aussi à l'École des affaires Wharton, l'Université de Philadelphia. Elle est membre du Conseil des relations étrangères américaines. Elle est membre du conseil d'administration du Atlantic Council, Conseil de l'Atlantique, et Freedom House. Elle a aussi assumé la responsabilité de vice-présidente d'une commission bipartisane sur la réforme d'aide étrangère américaine. Elle a, avant ça, passé une longue carrière distinguée auprès de USAID. Je suis ravi de lui souhaiter la bienvenue comme notre conférencière de marque aujourd'hui. Carol, bienvenue à Ottawa, à notre Club économique du Canada, et au nom de CRDI, s'il vous plaît, messieurs, dames, venez nous parler. Madame Carol Edelman. Bien, merci beaucoup, Jean. C'était très élogieux comme présentation. Je suis très heureuse d'être ici. Je veux remercier Natacha d'avoir accueilli et préparé cet événement dans cet très bel hôtel. Avec mon mari, on a toujours rêvé d'emprunter le train canadien à faire le Trans-Canada. On a vu ces hôtels de l'extérieur, mais c'est la toute première fois que je suis là comme invité. C'est merveilleux. Un jour, on va le faire. On va faire le chemin de fer canadien. Il faut fixer une date et le faire. Ça me plaît beaucoup d'être ici. Et merci beaucoup, Jean, chef de direction au CRDI, et David Schwartz, de la Ditchley Foundation, aussi au nom de l'équipe de ses chercheurs, à Jean, tout le personnel au CRDI, Maggie, Isabelle, tous les responsables de cette recherche et pour l'organisation aussi de cette conférence. Il est très important de diffuser les résultats. Nous tenons fort à ce principe. Vous savez, la recherche n'est pas tout simplement pour mettre en tablette, en veilleuse. On est là pour discuter avec tout le monde et répandre l'information. Jean vous a fait tellement bien le résumé de ma présentation que je pourrais probablement tout simplement me taire et répondre à des questions. Cependant, j'ai préparé un topo et j'aimerais peut-être meubler un petit peu ma pensée. Et on va passer peut-être plus rapidement que d'habitude mes diapos. J'ai commencé avec mon service gouvernemental, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, j'ai vu des ONG au travail et je reconnais la forte contribution qu'ils font. Mais je ne savais pas à quel point que c'était des organismes forts. J'ai commencé dans ce secteur à la fin de l'époque Reagan et Bush père. Moyen-Orient, Bureau de l'Est, Europe et en Asie. Mais à la tombée du mur de Berlin, j'étais en Albanie pour la première fois. Vous savez que l'Albanie, c'est une dictature staliniste, peut-être la dernière de son sort. Il y avait peut-être 200 voitures dans le pays entier. On utilisait l'éther dans les hôpitaux. Et en atterrissant sur la piste, on a presque... on s'est heurté sur une chèvre. Je parlais au président Berisha. Il me disait, vous savez, Carol, nous avons un corps et un âme démocratique, mais l'organisme est bolchevique et il faut absolument élaborer un secteur privé. On sera jugé parce qu'on peut mettre en vitrine dans nos magasins, m'a-t-il dit. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai vu tous les difficultés qu'encourt ce secteur d'aide à l'étranger. Vous savez que le système d'évaluation est peut-être le pilier le moins fort dans tout cela. L'impact, les répercussions sont moyens. Alors, j'ai rencontré aussi Mère Teresa, en Albanie. Elle était... elle est albanienne, mais était née en Macédoine et elle avait au bras un enfant handicapé. J'ai dit, c'est une occasion très rare d'être ici. On a de l'argent à donner à l'Albanie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour vous? Et elle m'a dit, créer des emplois. Il faut des emplois pour les gens.
Alors, bon, vous voyez, elle était du bon côté de la question. Alors, on a développé un programme très, très différent pour l'Est de l'Europe. Les premiers programmes qu'on avait élaborés pour USAID, les grosses sociétés venaient, apportaient leurs projets d'aide et on travaillait avec eux pour présenter des marchés commerciaux libres, pour donner un coup de barre à ces projets. Alors, pour moi, c'était toute une aventure. J'ai commencé à mesurer les choses parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Et comme Lord Kelvin, le lord britannique, a dit, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Nous faisons le calcul et l'analyse, évidemment, l'évaluation de l'aide publique, mais pas le secteur philanthropique ou privé. Quand j'ai commencé à me mettre le main à la pâte, j'ai vite vu que l'aide privée dépassait largement l'aide publique. Alors, depuis 8 ans maintenant, c'est pas tout simplement une question de nombre. Il y a beaucoup de réussites et d'accomplissements, des fondations, des sociétés, des individus, des ONG, des organismes à caractère caritatif ou religieuse qui travaillent beaucoup dans ce secteur privé d'ailleurs. Alors, j'ai lancé cet indice pour accumuler les statistiques sur les donneurs de part et d'autre. David m'a proposé de voir aussi qu'est-ce qui se passe pour une étude comparative avec les pays des économies émergentes. Et à Washington, vous savez, la capitale, on s'intéresse beaucoup à la chose. Vous savez qu'ici, c'est notre premier lancement de cet indice, ici à Ottawa. On va aussi avoir un événement en Brésil au mois de novembre et à Washington, DC, district de Columbie, un peu plus tard. Il y a beaucoup d'intérêt dans le secteur des ambassades et du corps diplomatique du secrétariat d'État américain. Alors, je remercie le CRDI de cette occasion de lancer cette publication. Je vais sans doute vous montrer beaucoup de chiffres. Pour vous dresser un peu le tableau de fond, essayez de vous souvenir que ce qu'on veut atteindre ici, c'est une vue d'ensemble. On veut prendre un petit recul pour voir la totalité de l'engagement économique, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, monde en développement surtout. L'aide publique, bien sûr, joue un rôle très important, mais doit s'ajuster à la nouvelle réalité selon les statistiques qu'on peut établir. Alors, sans trop tarder, je vais vous donner un petit peu l'historique de la chose. On va voir comment le mouvement des capitaux, des économies émergentes, secteur privé toujours, a évolué et comment que celle-ci maintenant domine les relations avec les pays les plus pauvres. Tout simplement, les pays en développement ont beaucoup changé. Ils se sont transformés en économies émergentes. Il y a eu beaucoup de changements sur plusieurs fronts. Et avant de vous donner les statistiques, permettez-moi de vous expliquer un petit peu les changements et les divers secteurs. Au plan économique, nous avions vu un nombre croissant de marchés libéralisés, de sociétés plus ouvertes. On a vu l'accroissement du nombre de pays démocratiques et une augmentation du nombre de pays autonomes, sans dépendance sur les grandes puissances. Il y en avait, par exemple, le taux de croissance en Afrique a été 5% et plus. Ils sont parmi les 10 économies les plus croissantes au monde. Le deuxième point, le changement démographique, le changement social. Il y a eu beaucoup d'immigration. Et les immigrants de ces pays plus pauvres viennent aux États-Unis, au Canada, pour travailler et pour envoyer des fonds, transférer des fonds par leur famille dans les pays d'origine. On nous a beaucoup critiqué initialement quand on a lancé l'indice. On dit on peut pas considérer ça l'aide étrangère ou l'aide au développement. C'est des familles qui envoient de l'argent à leurs parents, quoi. Non, ben disons, je vais appeler ça des envois de fonds, des transferts. Appelez ça comme vous voulez. C'est la deuxième source de capitaux la plus importante provenant de tout pays au monde en développement. C'est très, très important.
Tony Blair, Jeff Sachs, le New York Times, les éditoriaux, etc., ont indiqué que parmi les mécanismes de réduction de pauvreté les plus importants du monde, on a les envois de fonds par famille. Diverses fondations ont travaillé au Canada comme aux États-Unis, travaillent avec des associations communautaires culturelles qui font des levées de fonds. Ils envoient cet argent dans leur village natal pour construire des écoles ou des cliniques ou des routes. Alors, ces envois aident aussi le pays. Ça constitue une réserve des devises étrangers, ça améliore la cote de crédit du pays, ça peut aussi servir pour sécuriser des prêts. Alors, il y a tout un domaine de questions intéressantes ici lorsqu'on parle de ces flux de multimilliards de dollars. Il y a aussi une croissance de la classe moyenne dans le monde en développement, 2,6 milliards de personnes, qui deviendra, nous estimons, 3,6 milliards d'ici 2030. Ainsi, une plus grande classe moyenne, ça veut dire un revenu moyen amélioré, plus d'argent disponible à dépenser, et voilà. Et troisièmement, il y a beaucoup plus de milliardaires aujourd'hui. Ils deviennent milliardaires et très riches en plus bas âge aussi. Plus de riches, plus jeunes. Vous savez, Andrew Carnegie, philanthrope connu, a établi sa fondation un petit peu plus tard. Il avait 54 ans. Il avait moins de temps pour reprendre son argent. Jeff Scholl, il avait 34 ans. Bill Gates avait 38 ans. Alors aujourd'hui, les milliardaires qui deviennent riches dans la vingtaine ont plus de temps pour donner plus d'argent. En effet, c'est un changement de paradigme. Et ça va durer encore 10 ans de temps dans le secteur de la philanthropie privée, avec toutes ces tendances. Il y aura de plus en plus de ressources, on va combler, on va approfondir la fosse entre le secteur public et privé aussi en quantité. Mais la croissance de la philanthropie privée, que je discute dans le monde en développement, bien, écoutez, il y a maintenant des apports, des nouveaux apports ressources de capitaux existants qui n'existaient pas aux années 50, au moment du plan Marshall, à cette époque-là. Il y avait très minimum de capital privé. Il y avait très peu d'organisations sans but lucratif. Lorsqu'on voulait utiliser ce mécanisme, on utilisait des organismes comme CARE, par exemple, pour la santé, pour le bien-être, pour les besoins sociaux des gens. Mais ce n'était pas ça la question du plan Marshall. Mais tout ça a changé aujourd'hui. Vous savez, le monde des ONG, ce n'est plus comme c'était dans les années 50. Hein, ça a beaucoup changé. Et enfin, l'influence de la technologie. La télévision, la radio, le cellulaire, le mobile, l'Internet, qui a surmonté l'Internet. La philanthropie mondiale, on peut le faire de façon plus efficace, plus rapide, moins coûteux, moins de 10% de frais d'administration maintenant. On a des Twistivals, c'est-à-dire des levées de fonds ou des dons qu'on peut accumuler utilisant Twitter. L'influence la plus importante, à mon avis, c'est qu'il y a des dizaines de millions d'étudiants de l'étranger qui viennent au Canada, aux États-Unis, pour étudier, bien sûr, et qui sont repatriés à leur pays. Mais ils sont maintenant munis, ils sont habilités avec des connaissances, des méthodes, des techniques, du savoir. Alors, cette habilitation est maintenant mondialisée. Et ceci a mené à des bons résultats. Voici un tableau assez important. Ça va vous donner en quelques chiffres ce que nous expliquait Jean. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais regardez bien à la gauche cette ligne jaune. Ben, premièrement, à la gauche, ça commence en 92, ça va jusqu'à 2011. Ça représente toutes les sources, tous les apports, secteur privé, secteur public, tout, ensemble. C'est une combinaison cumulative de 3 apports du secteur privé. Les investissements commerciaux, les envois familiaux
et la philanthropie privée. Et la ligne mauve, c'est l'aide officielle, si vous voulez. C'est l'aide publique à l'étranger ou au développement. Et si vous comparez les années 80, 70 et même 60, avant 92, vous voyez que le ratio était inverse. Dans cette instance, la vaste majorité, l'engagement économique, l'engagement d'argent dans ces économies émergentes se fait par moyens privés. En effet, faisons les calculs, 680 milliards privés, 138 milliards étatiques, autrement dit 83% du secteur privé et 17% du secteur public. Et vous voyez la répartition de celle-ci. En rouge, c'est des investissements privés. En vert, ce sont les envois et transferts d'argent. En mauve, l'aide publique. Et en bas, en fond, philanthropie, 59 milliards. Nous savons que ce chiffre est beaucoup trop modeste. C'est une sous-estimation. On était les premiers à mesurer. On a de meilleurs chiffres maintenant de divers autres pays, mais nous savions que ceci est vraiment inférieur à la réalité. Ça va être beaucoup plus important que ça. Brookings Institute nous dit que ça pourrait être équivalent à ce qu'on trouve pour le secteur de l'aide publique. Alors, ce que représente cette grande ligne jaune, ce que ça nous dit, ça représente premièrement tous les apports du secteur privé et ça reflète que les gens dans le monde en développement qui reçoit cet argent. Et c'est qui reçoit? C'est des entrepreneurs, des gens de monde d'affaires, des petits entrepreneurs, des fondateurs de fonds, des organisations individuelles. Et les chiffres nous expliquent un petit peu, mais c'est très important de le savoir, que les rôles, dans certains cas, on a déjà atteint l'objectif de développement du millénaire de réduction de pauvreté de moitié d'ici 2015. Mais ces chiffres datent déjà de l'année dernière. Alors, on a déjà atteint cet objectif. Fort important, très significatif. Passons maintenant au prochain tableau. Bon, commençons avec le Canada. On a rassemblé l'information qu'on avait à votre portée pour 2011. L'aide publique, 5,5 milliards. Ça représente 20% de la totalité de l'engagement économique. La philanthropie, 2 milliards. Et les envois, 14 milliards de dollars. Le Canada est numéro 2 au monde. Les Américains sont en premier, mais ça, c'est grâce à notre population qui est plus nombreuse. Mais vous, per capita, vous dépassez tous les pays du monde. Ensuite, les transferts des capitaux privés. Alors pour vous, 20% gouvernemental, 80% secteur privé. Et si on en fait la moyenne en comparaison avec d'autres pays, c'est à peu près cela. Les Américains, aux États-Unis, 11% aide publique, aide à l'étranger public, et 89% secteur privé. Ça reflète quand même l'idéologie américaine, notre pensée, notre façon de faire. On donne plus souvent par voie d'établissements et d'institutions privées que publiques. C'est une différence de culture et de valeur, si vous voulez. Continuons. Voici les résultats des économies émergentes. Je vous encouragerai bien sûr de les lire, le rapport indice. On a beaucoup plus de détails sur le comment, le quoi, les règlements, le changement, les modifications. Mais je vais vous donner tout simplement un avant-goût, un petit résumé. Si vous voyez le tableau des totaux, et vous regardez au bas, la totalité d'engagement économique que pour ces 4 pays seuls est 106 milliards de dollars.
regardez juste un petit peu en haut. La plupart de ces pays, la plupart de l'engagement économique se fait par voie privée. Les envois d'argent, évidemment, sont assez élevés, au Canada surtout. Il y a beaucoup de migrants qui restent chez vous, qui renvoient et qui repatrient beaucoup d'argent au pays d'origine. La philanthropie, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus vague pour mesurer avec une précision particulière, mais nos indices nous aident beaucoup en nous fournissant des données de référence ou de base, et nous avions des partenaires qui veulent approfondir, améliorer et continuer ce projet. Voilà, une petite observation. Voici quelques observations, conclusions. Il y en a qui sont assez surprenantes. Premièrement, au-delà de 95% des mouvements des capitaux privés sont privés dans les économies émergentes. C'est très difficile, évidemment, de dépenser des sommes d'aide publique à l'étranger pour un pays qui a, par exemple, en Inde, 30% de la pauvreté mondiale, Les investissements des capitaux privés aussi représentent 103 milliards. Pour moi, ça, c'est étonnant. 4 pays représentent 15% de tout l'argent passant de l'économie émergente au monde en développement. Si on était à mesurer et ajouter la Turquie, le Mexique et d'autres, ce serait, je pense, un peu choquant, bouleversant pour les Européens. Ça pourrait peut-être représenter 50% de la somme que les pays de l'OCDE offrent au Sud. La plus jeune génération commence maintenant à prendre sa place. Une étude qu'on a utilisée beaucoup était provenant de l'École nationale en France, à NCA, où nous voyons il y a une hausse de 50% des donateurs plus jeunes. Notons aussi qu'on utilise des moyens autres que des moyens traditionnels. Vous allez voir qu'en Brésil, par exemple, on fait beaucoup d'entrepreneuriat social. On permet aux organismes sans but lucratif en effet, être rentables, pour les encourager d'investir et de réinvestir les profits pour atteindre une certaine durabilité. Bon, en Afrique du Sud, par exemple, il y a aussi Green Pop, un projet de reforesterie en milieu urbain, et Hippo Water Roller, c'est-à-dire des bidons d'eau de 90 litres avec rouleau qu'on offre aux femmes, et ceci se compare à, disons, un bac ou un seau qu'on portait sur la tête qui pourrait peut-être contenir 20 litres. Alors, on vend ces bidons à rouleau. Ils sont vendus à un public donateur pour distribution gratuite à la population qui sont en besoin. Un exemple d'entrepreneuriat social par voie de divers projets. Dans certains cas, on dit que le monde en développement a fait saute-mouton sur l'ère des communications et passé directement aux télécommunications. Tous nos partenaires estiment qu'on va s'écarter un petit peu de cette formule apprendre un homme à pêcher, il va se nourrir pour tout le reste de sa vie, mais ça va s'accélérer. Ah oui, une diapo ici sur les envois des transferts d'argent. Le Canada est 4e place, mais en ordre alphabétique. On indique 14,9. Oui, 14,9 milliards d'envois d'argent par famille. Alors, c'est le numéro 1 du monde, quoi. Mais ça pose aussi des occasions intéressantes. Ici, ça nous offre des opportunités. Le CRDI vise l'avenir, comment donner, comment être plus efficace, comment optimiser. Bien,
voici un élément très important. Comment peut-on peut-être établir des partenariats pour mieux utiliser l'argent qui est envoyé? Cet argent se rend entre les mains de monsieur, madame, tout le monde dans ces pays. C'est très intéressant. On a quand même quelques conclusions préliminaires, si vous voulez, avant de passer aux questions. J'estime qu'il y a un nouveau paysage ici, dans tout ce monde de la philanthropie internationale. Il y a des moyens de donner qui vont au-delà du traditionnel. On a ce qu'on appelle le marketing thématique ciblé. On achète une tasse de café, un pourcentage est versé à un produit forestier en Amazonie, ou la campagne publicitaire RED, rouge, les cosmétiques MAC qui offrent un pourcentage des chiffres d'affaires pour lutter contre le VIH-Sida en Afrique. Nous avons aussi la philanthropie cybérique, ou la philanthropie mobile. Ça rend la chose beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus transparente. Il y a les PPP, les partenariats publics et privés maintenant, qui sont en cours dans plusieurs pays du monde. Les grandes sociétés n'en sont friands. Et les envois d'argent. Il y a tout autre mécanisme nouveau aussi. Une grande gamme de ces nouvelles mécanismes. Il y a aussi investissement d'impact. CRDI commence à examiner cette chose. C'est très, très récent comme nouvelle modalité. Ça a commencé en Angleterre. L'objectif était de réduction de récidivisme criminel permettant aux investisseurs de modifier la risque à l'investissement. Évidemment, il faut réduire le récidivisme pour assurer une rentabilité. Alors, on a tout un chapitre là-dessus, si vous voulez. Investissement d'impact. Il y a les investissements éthiques, investissements socialement responsables, les investissements par fondations spécialisées ou axés sur des projets thématiques. Et ça, il y en a des centaines et des centaines. J'ai aussi certaines prévisions. Quelles sont les tendances, si vous voulez? Un regard sur l'avenir de la philanthropie du secteur privé. Il y avait un professeur à l'université Berkeley, Californie, Philip Tetlock, qui a entrepris une étude intéressante sur les prévisions par les experts. Il a examiné 24 000 prévisions par ces experts et il a conclu que 287 de ces prévisions étaient plus ou moins correctes, parmi mes préférés, Thomas Watson, en 1958, c'était le chef de direction d'IBM. Il a dit, « Oh, je pense qu'il y a un marché mondial pour peut-être 4-5 ordinateurs. » Voici quelque chose d'intéressant. Quelques années plus tard, un nommé Bill Gates, avant évidemment, a prévu que 640 octets de mémoire devraient être suffisants pour quiconque. Ah oui, il aime bien ça, se faire rappeler de ça, j'en suis sûr. Mais ça, c'est mes petites coquilles préférées. Voilà. Le vieux modèle, secteur public ou privé, c'était, on avait des paires assorties de donateurs et récipiendaires. Aujourd'hui, le nouveau modèle cherche à se calquer sur le partenariat, la collaboration. C'était la planification hiérarchique. Et ça, je connais fort bien de ma propre expérience. J'étais à Paris à des réunions de OCDE et, avec les Français et les Allemands et on décidait qu'est-ce qu'il fallait faire pour la Nigérie ou la Ghana en secteur de soins de santé. En absence de gagnants, non, il faut planifier avant, ensuite on va leur proposer quelque chose. Bon, mais ça, c'était la planification hiérarchique, du haut vers le bas, qui maintenant est devenue beaucoup plus collaborative et horizontale. Mon très bon ami Dennis Whittle, de Global Giving,
indique que chacun et tout le monde peut contribuer, modeste dîme, et participer quand même à la chose et avoir son mot à dire, avoir une véritable participation. Alors c'est le contraire du défi, c'est la contrepartie du défi de Bill Gates qui s'adresse aux milliardaires. Ceci vise une participation populaire qui peut accumuler quand même des sommes très, très importantes. L'ancien critère était axé sur l'argent. Quiconque travaillait dans ce secteur réussissait proportionnellement sa capacité d'obtenir des subventions. Aujourd'hui, les nouveaux critères cherchent beaucoup plus une participation, une démocratisation des voix, un leadership engagé. On veut que ça soit durable, afin qu'on n'ait pas besoin constamment de mendier des subventions. Et ensuite, le leadership ou la responsabilisation sociale d'entreprise, qu'on voit que ça évolue vers les valeurs partagées. Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Unilever, IBM, Intel. Écoutez, la philanthropie n'est pas une corvée ni une charge sociale, mais une valeur sûre pour l'actionnaire, pour la collectivité, pour le client, les consommateurs. Ergo, il y a mobilisation et engagement envers l'éducation, la sensibilisation, l'appui logistique aux fournisseurs. C'est la nouvelle vague. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Et enfin, la loyauté à l'institution. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. On donnait à notre organisme préféré, CARE ou Oxfam. On a transformé maintenant cette fidélisation à la cause particulière et on veut trouver une solution à un problème concret. Quelles sont les répercussions pour le gouvernement? Le gouvernement devient un partenaire minoritaire maintenant. L'aide extérieure publique est très, très importante, bien sûr. Le gouvernement a toujours un rôle pour les questions des sinistres ou l'aide humanitaire ou des situations de crise, des théâtres de conflits, pour des raisons géopolitiques qui intéressent chaque et tout gouvernement. Mais le rôle du gouvernement doit aussi évoluer étant donné l'évolution du contexte et de la mondialisation. Prime abord, l'aide publique devrait être beaucoup plus souple pour contrer des problèmes beaucoup plus rapides. Aux États-Unis, on est menotté un peu par la législation, par nos mandats statutaires. Ça devient assez problématique. Il est très difficile maintenant d'investir dans des maladies chroniques qui sont très sous-financées parce que le mandat veut qu'on s'attaque aux maladies infectieuses. Alors on est prisonnier de nos propres mandats. Il y a aussi une concurrence en matière d'aide à l'extérieur. Il y a beaucoup de concurrence pour l'argent aussi du contribuable, du donneur. Plutôt qu'initier et proposer des projets, on devrait peut-être inviter des soumissions novatrices et thématiques des intervenants intéressés et voir si vos idées peuvent satisfaire un certain élément de notre mandat. Et ensuite, nous avions les partenariats publics et privés qui veut se traduire en co-investissement, en co-gestion et en rapport pair à pair. Tout le monde devrait participer forcément s'il veut avoir mot à dire. Le gouvernement devrait avoir un rôle minoritaire. On devrait laisser le gros du projet aux tiers qualifiés, aux experts conseils pour les grands cabinets de consulting, par exemple, où ce qu'on peut enseigner comment gérer un hôpital, par exemple. C'est les véritables experts qui devraient se réunir, se rassembler et faire un travail potable pour assurer des résultats de transparence, d'efficacité, d'efficience, des résultats tangibles. Je vais citer une fois de nouveau mon ami Dennis Whittle de Global Giving sur la transparence. Il m'a expliqué que tous nos projets sont affichés à l'Internet. Tout le monde est invité, c'est ouvert à tout. On avait un projet avec Madame Luanza au Niger, qui était productrice des œufs bio.
biologique. Et on avait un producteur au Kansas qui était un expert qui a critiqué ses méthodes. Non, vous faites mal, ça ne marchera pas. Elle l'a ignoré, et parce qu'il suivait son projet. Il dit, moi je retire mon don, ma contribution, si vous ne changez pas. Elle n'a pas changé, il a redéployé son argent à Mme Agula en Tanzanie, qui était prête à s'adapter à ses conseils. Et très, très rapidement, Mme Luanza, Mme Agula et ce type du Kansas se rencontraient en téléconférence par Internet et en clavardage pour trouver une solution collective. Alors, pensez-y, est-ce qu'on n'aurait jamais fait ça au passé? Est-ce qu'on aurait eu l'occasion d'avoir toute cette interaction avec des experts? Alors, il y a beaucoup de leçons à tirer ici. Nouvelle formule d'évaluation. Actuellement, c'est pitié. C'est le point faible. Les agences d'aide ne mesurent pas les résultats. Non, on calcule combien que ça coûte. C'est à peu près tout. On ne juge pas un film réussi si on a dépensé beaucoup à sa production. On devrait faire la même chose pour ce qui est l'aide publique. Il y a des façons beaucoup plus novatrices et intéressantes de faire l'évaluation aussi. Mais ça, on laisse pour un autre jour. Et enfin, un dernier tableau ici, et c'est le dernier. Le tableau à la gauche, c'est l'aide publique à l'étranger comme pourcentage de revenu national brut. Le Canada est dans le bas, 0,34%. C'est faible un peu. Aux États-Unis, c'est encore plus faible parce qu'on a un PIB tellement important. Bon, ce qu'on a fait ici, prenons l'aide officielle du Canada, les envois et la philanthropie. Combinons ça ensemble pour faire un ratio ou un rapport avec le PIB. Maintenant, vous êtes numéro 2. Ça vous permet de comprendre un petit peu la totalité de l'engagement économique. Beaucoup de pays commencent maintenant à reconnaître l'importance de recalculer cela. Au Japon, par exemple, l'aide officielle est de 500 millions de dollars, mais si on inclut le secteur privé, c'est 4 milliards. Alors, s'il y a un message que j'aimerais bien vous laisser, qui explique le tout de la chose, c'est que la compassion est l'œuvre d'un peuple et non de l'État. Et c'est ça qu'on veut dire lorsque nous parlions d'une approche économique compréhensive et intégrée. C'est très important, c'est la leçon qu'il faut se souvenir. Alors, merci de votre patience. Et maintenant, on peut passer peut-être à une brève période de questions. Et on va partager le micro ici. Alors, je vais me placer ici. Premièrement, je veux remercier Carol, c'était fort intéressant, c'était vraiment jeter la lumière sur la question. Je m'appelle Kirsten Cheney de Embassy Papers. On a le temps pour quelques questions. Et s'il vous plaît, utilisez le microphone, on veut enregistrer pour partager avec d'autres plus tard. Question, on peut commencer peut-être là avec ce monsieur. Allez-y, monsieur, allez-y. Selon votre travail, avez-vous des informations qui pourraient nous aider à savoir comment ces modifications de la philanthropie privée influencent le secteur sur la politique publique, par exemple? Comment le secteur privé a-t-il modifié ses stratégies philanthropiques aussi? Comment ça s'influe l'un l'autre, secteur privé, public, et ainsi de suite? Bon, d'accord, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que le secrétariat d'État américain a beaucoup changé
suite à la présentation de ces statistiques. Ils ont créé un groupe de travail permanent maintenant, spécialisé en philanthropie. Chaque ambassade américaine aura un poste de chargé consulaire qui s'occupera de ce portefeuille, ce dossier, en prodiguant des conseils sur le régime fiscal dans le pays ou quoi que ce soit, peut-être pour mousser et promouvoir. Deuxième question, c'est quelle est l'influence du gouvernement sur la philanthropie, c'est ça? Non, non, pas tout à fait, mais à quel point peut-on vraiment absorber les leçons du passé? On savait que ça fonctionnait, on savait qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Par exemple, on entend souvent que le secteur privé utilise une approche hiérarchique du haut vers le bas, disons le ruissellement vers le bas des bénéfices. Si les facteurs macroéconomiques et les contextes politiques du commerce sont bons, les bénéfices vont suivre. Alors, la marée montante fait avancer tous les bateaux. Est-ce que ceci a eu des répercussions sur l'approche du gouvernement? Bon, d'accord, j'ai compris. Ben, j'ai vu un changement fondamental depuis 10 ans. Le secteur privé, maintenant, il y a une évolution des responsabilités sociales d'entreprise vers des valeurs partagées. Et ceci a évolué aussi vers des réalisations de projets d'aide des collectivités beaucoup plus locales, beaucoup plus de concret maintenant. C'est ce que j'ai remarqué. Bon, mais merci beaucoup. C'était une excellente présentation. On pourrait peut-être en discuter en coulisses encore. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est l'argent, l'envoi d'argent fait par les familles. Moi, je ne suis pas du tout étonné de vos chiffres. Moi, je suis député ici à Ottawa. Ma circonscription est très, très diverse. Beaucoup de mes commettants envoient beaucoup d'argent chez eux. Moi, je voulais savoir comment mesurer l'efficacité de ces envois, de cette modalité. Il est très difficile, c'est une chose de trouver les chiffres qui nous disent combien d'envois se font, mais il est très difficile d'en faire la ventilation pour voir comment sert cet argent, quels sont les résultats sur place, tout particulièrement si je considère les résultats lorsqu'on envoie de l'argent aux femmes. Souvent, dans les pays pauvres, c'est les femmes qui sont les agents du changement. Alors, qui reçoit cet argent et comment peut-on mieux mesurer les répercussions et les impacts de ces envois? Excellente question. C'est à ses premiers balbutiements. La Banque interaméricaine de développement, la BID, a fait un sondage indiquant que la majorité des fonds reçus est reçue par des femmes. Bien sûr, il y a un certain pourcentage dépensé sur la bière et des luttes de coq, mais la BID a fait une étude assez approfondie. Mais il faut continuer avec ce genre de sondage et de recherche. Le BID s'intéressait beaucoup à cela parce qu'ils sont très présents au Mexique, par exemple. On sait aussi que les analyses nous démontrent qu'à peu près 20% de ces envois, provenant des États-Unis au moins, sont utilisés pour des projets communautaires, une clinique ou une école ou une route quelconque, sans vraiment avoir une mesure statistique, sans preuve concrète. Mais je vous assure que les migrants rentrent au pays assez souvent et s'ils n'avaient pas des résultats concrets, ils arrêteraient de donner, c'est sûr. Mais voilà, c'est un secteur très important qu'on devrait examiner de plus près. Merci. Bon, peut-être deux autres questions, si on peut peut-être télescoper. Ben, je travaille dans le domaine d'aide publique et je suis très fier du fait que notre caisse, notre rang est très élevé. Ma question, comment intégrer et optimiser ces divers apports d'argent? Philanthropie privée et aide publique. Est-ce qu'il y a des exemples où est-ce qu'on travaille ensemble? Vous avez mentionné les ambassades qui ont maintenant un portefeuille spécialisé en matière de philanthropie. Et on cherche des partenariats. Mais avez-vous une stratégie particulière ou une approche intégrée? Bon, je crois que ça commence. On est au début de la chose.
Les données sont nouveaux. Cet indice n'existe que quelques années. Il y a l'Alliance internationale de développement maintenant qui rassemble des entreprises, des fondations, des compagnies, le gouvernement aussi. Et ils ont fait un excellent travail en étudiant les résultats. Mais on est au premier balbutiement, au tout début de la chose. Mais on a quelques exemples quand même. Si vous voulez voir plus d'exemples concrets, l'indice, l'information est disponible en ligne, www.global-prosperity.org, téléchargeable gratuitement. Et maintes exemples où on voit ce genre de collaboration entre ces divers intervenants. Ça peut vous donner des bonnes idées. Peut-être une question plutôt technique ici, mathématique. Vous avez dit que, selon vos chiffres, je pense, 85% peut-être de ce 15% d'engagement total, c'est du secteur privé, sans doute rattaché à la chaîne d'approvisionnement mondiale, à titre d'investissement commercial. Et si c'est bien le cas, il y a sans doute des gagnants et des perdants, parce qu'il faut faire nos choix. Alors, dans ce contexte, dans le monde en développement, avez-vous trouvé que c'est peut-être ces investissements ciblent peut-être des pays plus riches en ressources, ça devient les gagnants, et ensuite il y en a d'autres moins nantis en ressources sont perdants, et peut-être doublement perdants, parce que si on se fie trop sur le secteur privé, c'est la rentabilité qui commence à faire surface. Ben, disons 80-20 plutôt que, c'est même pas ça, mais en tout cas, le 80% représente les capitaux d'investissement, les envois d'argent et la philanthropie. Alors, de ce 80%, c'est pas l'investissement pur et dur. Le 20%, bon, ça consiste d'aide étrangère publique. Voilà. Et si vous faites allusion au fait que la plupart des investissements commerciaux visent des pays mieux nantis en ressources naturelles, vous avez entièrement raison. Mais ça aussi, ça change aujourd'hui. La Chine investit beaucoup maintenant, capitalisation en Afrique, et le Brésil aussi investit. Bien, on n'a pas étudié la situation récemment, mais on va le faire bien bientôt. Combien se fait en pays? C'est beaucoup plus que cela l'était. C'était 5 ou 6, mais maintenant, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus vaste. Nous savions que les envois d'argent par les familles représentent une part importante. Et celle-ci ne vise pas que les pays nantis des ressources. Une bonne part de ces remises sont rapatriées aux pays très, très pauvres. Ah, on a reçu ici une question par gazouillage, par Twitter. Je la partage avec vous. Je ne peux pas partager le nom en tout cas, je ne peux pas capter le nom. En Inde, dit notre interlocuteur, en Inde, la loi exige que 2% des revenus nets moyens soient affectés à la responsabilité sociale d'entreprise. À votre avis, quelles sont les répercussions potentielles d'une telle loi? Ah, je ne connais pas cette loi. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les sociétés, toutes les compagnies et entreprises qui sont visées. Généralement, je ne suis pas friand d'une approche réglementaire. Moi, j'aime plutôt la collaboration que commandement et contrôle. Alors, je ne suis pas vraiment... Je suis très tiède, très tiède. Cependant, en Inde, les structures ONG sont très, très bien établies. Il y a aussi beaucoup de philanthropie. Ce sont ce genre d'organismes qui ont mené. D'autre part, évidemment, le système administratif est très lourd. Concernant les contrôles monétaires, c'est très complexe, très difficile d'envoyer de l'argent. C'est compliqué, ça complique le bon emploi d'argent, de transfert de fonds. Nous préférons toujours une approche collaborative plutôt que des contrôles réglementaires. Mieux un système axé sur la bonne volonté. Bon, d'accord. Écoutez, je vais être obligé de peut-être laisser ça comme cela. On va remercier maintenant Carole et on vous souhaite tous une très bon appétit. Merci beaucoup.
Thank you, Kristen, for leading that engaging discussion. I'm always so pleased when we're able to provide a platform to create awareness and, of course, discuss findings of such worthy research. On behalf of the Economic Club of Canada, I would like to thank you, Dr. Carol Edelman, for taking our platform today. You have certainly provided us with the tools to better understand the changing landscape in foreign aid. I would also like to thank Canada's International Development Research Centre. Thank you, Dr. LaBelle, for the introductory remarks, for playing such a vital role in today's event. And I'd also like to thank our annual corporate sponsors one last time: Federal Express Canada, GlaxoSmithKline, the Canadian Gas Association, Sun Life Financial, the Certified Management Accountants of Ontario, American Express, Porter Airlines, and the Hill Times and Embassy newspaper. Again, thank you very much, Kristen, for leading that discussion. And of course, a big thank you to all of you for attending. Lunch will be served. I hope you have a fabulous day.